Dans cette émission, nous allons parler surtout des périodes de l'âge avancé des étoiles et de la mort des étoiles. Et ces événements sont particulièrement significatifs par rapport à notre sujet, qui est l'étude de l'organisation de la matière. On va voir comment la vie des étoiles, et en particulier le grand âge des étoiles, est très actif pour la production de nouveaux atomes, surtout les atomes lourds. Et on va voir comment la mort des étoiles est le lieu, l'occasion pour les atomes de s'associer en molécules. Nous revenons à notre Soleil que nous avons quitté au moment où il quittait la séquence principale, où il commençait à se réchauffer après avoir épuisé ses réserves d'hydrogène en hélium, et maintenant il commence à transformer cet hélium en carbone et en oxygène. Voilà le diagramme représentatif du parcours du Soleil. Nous l'avons laissé ici la dernière fois, nous l'avons suivi jusqu'ici, au moment où il commence à transformer l'hélium en carbone et en oxygène. Et puis un peu plus tard, il va continuer à briller. Et le Soleil, il faut bien dire, à l'échelle des étoiles, c'est une relativement petite étoile. Et les petites étoiles ne meurent pas de la même façon que les grosses étoiles. Il y a deux types d'étoiles très différents. Une petite étoile comme le Soleil meurt dans une agonie qui s'étend sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années, tandis qu'une grosse étoile, au contraire, c'est une explosion, c'est un cataclysme cosmique que l'on voit jusqu'à des milliards d'années-lumière et qui produit des supernovas. Alors, commençons par le Soleil. Quelle va être la vie du Soleil quand il aura quitté cette phase géante rouge à laquelle il va accéder dans environ 5 milliards d'années? Pendant cette phase géante rouge, donc, il va brûler son hélium en carbone et en oxygène, mais la masse du Soleil ne lui permet pas d'aller beaucoup plus loin sur le plan de la production de nouveaux éléments, sur le plan de ce qu'on peut appeler sa carrière nucléosynthétique. À partir de cette période où il aura épuisé son hydrogène, son hélium en carbone et en oxygène, il va reprendre sa route sur le diagramme. Il va passer du rouge ici vers le jaune, vers l'orange, vers le jaune, le blanc et le bleu. Et dans cette région-ci va se passer un phénomène particulièrement spectaculaire que nous appelons la formation d'une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, on en verra de très belles images un peu plus tard, c'est une étoile qui est en train de se vider, qui est en train d'éjecter dans l'espace la matière dont elle était constituée, et cette matière, bien sûr, comprend un très grand nombre de ces nouveaux atomes que l'étoile a formés pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière de nucléosynthèse. Alors, une nébuleuse planétaire, c'est d'abord un noyau central avec cette matière qui l'entoure, qui forme une espèce d'anneau, c'est très joli, on le verra tout à l'heure. Cette matière va se dissiper dans l'espace, va se disperser, tandis que la partie centrale va continuer à se replier sur elle-même et va former une naine blanche. L'avenir du Soleil, c'est donc, après avoir perdu ici ses couches superficielles, de s'engager sur la voie des naines blanches et de mourir comme une naine blanche qui progressivement va perdre son énergie et va devenir une naine noire pendant des périodes. Tout cela va prendre des périodes de milliards, de dizaines, de centaines de milliards d'années. C'est donc le cas pour les étoiles petites, cette mort lente avec naissance d'une naine blanche. Les étoiles plus massives ont un sort beaucoup plus heurté et beaucoup plus tumultueux. Voilà maintenant le diagramme de Hertzsprung-Russell pour une étoile massive. Voilà le trajet que suivrait une étoile massive, disons de 25 fois la masse du Soleil, disons entre 15 et 25 fois la masse du Soleil. Elle paraît, nous retrouvons donc notre diagramme avec la séquence principale. L'étoile apparaît ici déjà beaucoup plus lumineuse, mais toujours dans la région rouge, parce que c'est une masse de gaz en train de s'effondrer. La première période de contraction gravitationnelle va l'amener jusqu'à la séquence principale.
son point représentatif est plus haut, bien sûr, que celui du Soleil. Et rappelez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus brillante, mais surtout que sa vie est beaucoup plus courte, puisqu'elle épuise très rapidement ses réserves d'énergie. Ça peut durer, par exemple, pour les étoiles les plus massives, comme des étoiles des supergéantes bleues, comme par exemple les Trois Rois Mages dans Orion, ça peut durer à peine 10 millions d'années, 10 millions d'années, alors que pour le Soleil, c'est 10 milliards d'années. Et puis, quand l'hydrogène est épuisé, au point de vue nucléaire, c'est la même séquence. L'hydrogène est épuisé, l'étoile a transformé son noyau central en hélium, et l'étoile se contracte à nouveau pour retrouver sa source d'énergie gravitationnelle. Cela correspond à un départ dans la direction des géantes rouges. Dans cette direction, elle se réchauffe et arrivé là, l'hélium devient lui-même le carburant et nous avons formation de carbone et d'oxygène. Et puis, la même chose, le carbone et l'oxygène s'épuisent et l'étoile reprend sa contraction gravitationnelle pour atteindre des températures plus élevées. Pour les étoiles très massives, les températures peuvent monter jusqu'à des centaines de millions de degrés et même des milliards de degrés. Et sur l'écran, nous voyons maintenant le schéma qui représente dans le plan NZ ce que fait une étoile qui a atteint, disons, 500-600 millions de degrés. Vous voyez comment le carbone et l'oxygène, qui sont les cendres de la fusion de l'hélium, deviennent le nouveau carburant et se transforment à leur tour en une collection d'éléments dans lesquels on reconnaît le néon, le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe quand cette fusion elle-même se termine, parce que bien sûr c'est toujours la même chose, quand on a épuisé ce carburant, l'étoile n'a plus de source d'énergie, elle est obligée de retourner à son mode de contraction, elle se réchauffe à nouveau, elle va maintenant atteindre des températures de milliards de degrés. À ce moment-là, même les éléments aussi lourds que le magnésium et le silicium deviennent suffisamment rapides, les vitesses thermiques de ces particules sont suffisamment grandes pour leur permettre d'entrer en collision, pour leur permettre de se toucher et de poursuivre encore plus loin cette tâche nucléosynthétique. Et voilà maintenant une phase encore plus avancée. Maintenant, c'est le silicium et le magnésium qui sont les carburants, et ces éléments vont produire une quantité d'éléments chimiques que vous voyez devant vous, ce que nous appelons les métaux, le plus important étant le fer, mais il y a aussi bien sûr le cuivre, le manganèse, le chrome, le titane, bien d'autres éléments que vous voyez devant vous. Donc voilà ce prolongement de la carrière nucléosynthétique des étoiles, et voilà comment une des dernières périodes de fusion thermonucléaire, c'est la période magnésium-silicium qui se transforme dans ce que nous appelons les métaux. Là, il se passe un phénomène fondamental dont il faut parler tout de suite, c'est qu'à partir de là, rien ne va plus. Il ne sera plus possible d'associer les éléments fer pour en produire des éléments plus lourds. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons maintenant comprendre en étudiant les propriétés précisément des atomes, les propriétés, les possibilités pour eux de se fusionner pour donner des éléments encore plus lourds. Ce diagramme contient la clé de notre problème. Il va nous expliquer pourquoi les étoiles, après avoir brûlé le silicium et le magnésium, ne vont pas continuer, comme on aurait pu l'imaginer, à brûler des éléments de plus en plus lourds, et pourquoi pas jusqu'à l'uranium. Ce diagramme nous présente une propriété fondamentale des noyaux.
Rappelez-vous ce que j'ai dit au début à propos de la force nucléaire. Quand on met ensemble un proton et un neutron, on obtient un élément, le deutérium, le deutéron, noyau du deutérium. Ce noyau, est plus léger que la somme des masses du proton et du neutron. Et cette différence de masse est émise sous forme d'un rayonnement. C'est ce qui permet à ces particules de s'associer à l'intérieur des étoiles et de produire de l'énergie. De la même façon, on peut comparer tous les noyaux, et ce nombre ici, qui est le nombre A, c'est le nombre qui dit la grosseur du noyau, en fait, qui dit combien dans ce noyau il y a de protons et de neutrons. A, c'est la somme du nombre de protons et de neutrons. Par exemple, pour le carbone, A égale 12, et pour le fer, A égale 56. Ici, on a représenté précisément la différence de masse entre le noyau lui-même et l'ensemble de ses constituants. C'est donc la possibilité pour la force nucléaire de lier des systèmes de plus en plus compacts. Alors, par exemple, on a mis ici l'hydrogène. Ici, il y a l'hélium. L'hélium est là. Pourquoi? L'hélium est ici. Pourquoi l'hélium est là? Eh bien, cette différence d'ici à là vous dit quelle est la fraction de masse que vous pouvez récupérer quand vous combinez 4 hydrogènes en un hélium. Cette fraction de masse, elle est donnée par cette échelle-ci. Et on a fait la même chose pour un très grand nombre de noyaux, et on voit que plus on combine des noyaux, plus on considère des noyaux de plus en plus lourds, plus on arrive à récupérer une fraction de plus importante de la masse et la transformer en rayonnement. Cependant, vous remarquez que cette diminution progressive passe ici par un minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fer, qui se trouve ici, est l'élément dans lequel la différence de masse entre le noyau lui-même et la somme de ses constituants est la plus grande. Quand on continue, on s'aperçoit que ça va dans le sens inverse. C'est-à-dire que, alors que l'on gagne en transformant de l'hydrogène en hélium, de l'hélium en carbone, azote et oxygène, de la carbone, azote et oxygène en fer, on ne gagne plus du tout si on persiste à transformer le fer en élément plus lourd. Et en fait, c'est l'inverse. Les éléments qui sont ici, ce sont les éléments uranium, par exemple, et le principe même des réacteurs thermonucléaires qui marchent à uranium ou à thorium, ils utilisent ce principe, mais dans le sens inverse. Ces éléments, l'uranium, mis dans un réacteur, peut dégager une partie de la fraction de masse qu'il possède et se transformer en particules, en noyaux de plus faible masse. Ce domaine qui va d'ici jusqu'au minimum de la courbe, c'est celui qu'utilisent les bombes à hydrogène ainsi que les réacteurs éventuels qui utiliseraient la fusion contrôlée. C'est le domaine de la fusion. Tandis qu'ici, c'est le domaine des bombes à uranium et des réacteurs à uranium, c'est-à-dire celui dans lequel on gagne de l'énergie en cassant des noyaux lourds en noyaux plus légers ici au centre. Pour l'étoile, ce minimum ici est la cause de sa perte, si on peut dire. C'est là son drame. Son drame, c'est qu'on pourrait dire, elle n'a pas lu son manuel de physique nucléaire, elle ne sait pas qu'il y a un minimum dans cette courbe de stabilité des noyaux, en d'autres mots, dans la possibilité d'acquérir de l'énergie en fusionnant des noyaux. Rappelez-vous que l'étoile se réchauffe progressivement. En se réchauffant, elle transforme de l'hydrogène en hélium, gain d'énergie considérable. Ensuite, elle transforme l'hélium en carbone, oxygène et des éléments plus lourds. Elle continue donc le long de cette courbe. Et maintenant, quand elle arrive à la phase de transformation du silicium en métaux et en fer, c'est la dernière possibilité pour elle d'acquérir de l'énergie par cette fusion thermonucléaire. Elle ne le sait pas et elle va continuer.
Et ce qui va se passer, c'est qu'en en essayant de produire des éléments encore plus lourds, c'est-à-dire en se réchauffant, en fait, c'est le phénomène inverse qui va se produire. Les éléments fer très stables qu'elle a produits vont se désintégrer, vont redevenir des éléments légers. On va remonter par ici. Et cette désintégration va prendre de l'énergie, va enlever une partie importante de la chaleur qui est au centre de l'étoile. Alors, elle est en quelque sorte désarçonnée, déboussolée, si on veut dire. Ce refroidissement du cœur de l'étoile va précipiter la chute des atomes qui sont à l'extérieur. Cette chute va entraîner une implosion. Tout le cœur de l'étoile va se retrouver dans un volume beaucoup plus petit. Et dans cette implosion, les éléments qui n'ont pas encore brûlé, mais qui peuvent brûler à ces températures élevées, vont exploser à leur tour. Et c'est là une des causes de l'explosion d'une étoile, une des causes de la supernova. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Il se passe des phénomènes qui sont reliés à la force nucléaire elle-même, entre les noyaux. Et toujours est-il que, total, cela produit une explosion formidable qu'on appelle une supernova. Nous allons suivre cela dans un autre diagramme tout à fait analogue qui va nous raconter la même histoire, mais d'une façon différente. Voici à nouveau l'évolution d'une étoile dans le temps, mais ce qu'on a montré ici, ce n'est pas son âge, mais sa température. Rappelez-vous que le Soleil se trouve quelque part ici, à environ 10 millions de degrés. Ça, ce sont la température en millions de degrés, à 10-20 millions de degrés. 100 millions de degrés, les géantes rouges, ensuite les supergéantes rouges, et ensuite les milliards de degrés qui vont amener la fin, la mort de l'étoile. Ce qu'on a montré ici, c'est une mesure de la quantité d'énergie nucléaire que l'étoile a jusqu'ici obtenue par des réactions nucléaires et qu'elle a émis dans l'espace sous forme de lumière. Alors, pendant la phase, par exemple, dans laquelle se trouve le Soleil, l'hydrogène se transforme en hélium et une fraction toujours plus grande de cette énergie nucléaire disponible est dégagée. Cette courbe montre ce qui se passe pendant la phase séquence principale. L'hydrogène se transforme progressivement en hélium. Donc, l'énergie nucléaire qu'elle a utilisée jusqu'ici croît d'une valeur quelque part ici, jusque-là. Et puis, on arrive à la fin de la séquence principale, quand l'étoile se prépare à quitter la séquence principale pour se diriger vers la région des géantes rouges. À ce moment-là, elle se réchauffe sans produire d'énergie nucléaire. Le réchauffement, c'est donc un déplacement comme ceci, de, disons pour le Soleil, quelques 16 millions de degrés jusqu'à 100 millions de degrés, mais pas d'accroissement de l'énergie nucléaire dépensée jusqu'ici. Ici, l'hélium devient passible de réaction thermonucléaire, peut se transformer en carbone et en oxygène, donc nouveau dégagement d'énergie nucléaire, pratiquement à température constante. Cela produit en particulier du carbone, aussi de l'oxygène, et nouvelle période, toute cette période qui correspond à la phase supergéante rouge, c'est la phase dans laquelle l'étoile, maintenant, va se réchauffer en gardant cette même composition. Toujours la même histoire, rappelez-vous comment les étoiles alternent de phases où elles obtiennent leur énergie à partir de contractions gravitationnelles et des phases où elles l'obtiennent à partir de fusion thermonucléaire. Ici, à nouveau, fusion thermonucléaire, production de magnésium. Ensuite, phase de contraction gravitationnelle, on se réchauffe, on arrive à une fusion de ce magnésium pour donner des éléments autour du silicium, on se réchauffe encore, on brûle le silicium pour donner du fer, et c'est là que le drame arrive, c'est que quand on commence à porter le fer à des températures suffisamment élevées pour que les noyaux de fer interagissent entre eux, et cela représente des températures de milliards de degrés. Rappelez-vous qu'un noyau de fer, c'est composé de 26 protons, et la répulsion électrostatique entre deux noyaux de 26 protons est évidemment très grande. Cette répulsion électrostatique ne peut être vaincue que si les vitesses entre ces noyaux sont extrêmement grandes. C'est donc là qu'on demande des températures très élevées. Sauf que
Le fer, quand on commence à l'amener à entrer en réaction avec lui-même, en réaction également avec le gaz de photons de rayonnement gamma qui se trouve autour de lui, au lieu de se composer en éléments plus lourds, parce que rappelez-vous la courbe précédente, on ne gagne plus d'énergie par cette combinaison puisqu'on est au maximum de l'énergie qu'on peut atteindre en compactant des noyaux, c'est-à-dire les noyaux qui ont la plus faible masse par rapport à la somme de leurs constituants, c'est les noyaux de fer. Eh bien, à ce moment-là, le fer nous joue ce tour, il se casse en morceaux, il devient de l'hélium, de l'hydrogène, et cela demande beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on appelle une réaction endothermique. Exothermique, ça veut dire que cela donne de l'énergie. Endothermique, cela en prend. En quelque sorte, c'est comme s'il y avait un frigo, un réfrigérateur au centre de l'étoile. Le fer agit comme un réfrigérateur, il prend l'énergie de l'étoile se refroidit et très rapidement, elle commence cette implosion qui va amener cette explosion, qui va l'amener à éjecter sa matière dans l'espace. Alors cette explosion aura pour effet, on en verra de belles photos un peu plus tard, aura pour effet de rejeter dans l'espace tous ces atomes qui se sont formés pendant la vie de l'étoile, qui existent encore sur les couches supérieures de l'étoile. L'étoile, à ce moment ici, a la forme a une constitution d'oignon avec des pelures successives, une pelure de fer au-dessus de silicium, au-dessus de magnésium, de carbone et oxygène, d'hélium, d'hydrogène. Tous ces éléments vont être rejetés dans l'espace et c'est là qu'ils vont reprendre ce cycle de possibilité de créer des systèmes plus complexes. En particulier, ils pourront se composer ensemble pour donner les premières molécules. Eh bien, nous avons vu ici comment les éléments, certains éléments chimiques sont formés à l'intérieur des étoiles. Et dans le diagramme suivant, nous allons voir un peu ce que ça donne lorsque l'on présente dans un plan la démographie des éléments chimiques dans l'univers. Alors ceci, c'est A, c'est encore une fois le numéro atomique, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et de neutrons. L'hélium, c'est 4, le fer, c'est 56, l'uranium, c'est autour de 250. Eh bien, vous voyez ici, donc, en fonction de chacun de ces noyaux stables qui existent dans l'univers, l'abondance de ces éléments dans l'univers. L'abondance de ces éléments, on peut la définir parce qu'en moyenne, si on oublie des endroits un peu particuliers comme la Terre, la Lune, les étoiles, les galaxies, en moyenne, ont à peu près tous les mêmes abondances relatives de ces éléments. C'est une échelle dans laquelle les variations sont très grandes. C'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique, ce qui veut dire qu'il y a un facteur 100 entre ici et là, et qu'il y a entre ici et là un facteur de 1 trillion. Eh bien, dans cette échelle, on a représenté les différents éléments chimiques avec leur abondance relative. Le plus abondant, c'est le plus léger, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, constitue à peu près 90% de la matière de l'univers, des atomes de l'univers. L'hydrogène, c'est un peu le matériau primordial, en un sens, ce sont les protons. C'est donc le matériau à partir duquel les noyaux vont se former. Et le fait que l'hydrogène constitue encore 90% de la population atomique montre bien que les étoiles, en définitive, n'ont pas fait grand-chose en formation d'un noyau plus lourd, puisque 90% reste encore intouché. Ce n'est pas tout. Le second, c'est l'hélium. L'hélium représente à lui seul près de 10% de la matière de l'univers, c'est-à-dire que hydrogène et hélium, ça fait presque tout. En fait, la somme de tous les autres atomes, ça fait à peu près 1/1000 de l'ensemble de toute la population. 90%, 10%, et tout le restant, ce sont tous les autres atomes occupent tout juste une partie pour 1000 de l'ensemble de la population des atomes dans l'univers. L'hélium, on a vu, a deux sources, deux origines dans l'univers. Une origine qui vient du Big Bang. Dans le Big Bang, à peu près 9% des héliums sur les 10%, c'est-à-dire 9, plutôt 8 sur 10 des héliums qui existent, sont formés dans le Big Bang, dans cette nucléosynthèse primordiale dont on a parlé.
Et les deux qui restent sont le produit d'étoiles comme le Soleil. Toutes les étoiles, rappelez-vous, pendant la séquence principale, transforment de l'hydrogène en hélium, et cela a ajouté à peu près 2 héliums sur 10, ou dans l'échelle de 100, on est passé d'à peu près 8% à 10%, alors que l'hydrogène fait le 90%. Tous ces autres éléments, pourtant, par contre, sont produits par les étoiles. En particulier, nous retrouvons ici le carbone et l'oxygène. Le carbone et l'oxygène sont les principaux constituants des principaux produits des étoiles plus avancées, comme les géantes rouges. Rappelez-vous que c'est la seconde phase, la phase dans laquelle l'hélium se combine pour donner du carbone et de l'oxygène. Et ici, on a deux courbes, une courbe qui représente la plupart des éléments, et puis ici, quelques éléments particuliers qui sont au-dessus. On a cru bon de mettre deux courbes, on ne va pas insister là-dessus. Ce qui est particulièrement important pour nous, c'est ce pic. Ce pic, c'est le pic du fer. L'élément qui est au sommet ici, c'est le fer. Il est produit par toutes ces étoiles qui sont suffisamment massives pour que, durant leur vie, elles aient pu atteindre cet élément qui est le plus stable, donc celui par rapport auquel on gagne le plus à le former. Et on voit donc comment le fer a lui-même une position prépondérante, si vous voulez. Si on fait une courbe moyenne comme ceci, on voit que plus les éléments sont lourds, moins il y en a. Ça, ce serait une bonne règle générale, avec des exceptions. Une exception ici, dans ce domaine du fer, qui est entouré du cobalt, du nickel, du cuivre, du chrome. Ces métaux sont quelque part ici, et ils sont formés de façon préférentielle en vertu de leur plus grande stabilité. Alors, ce pic représente une propriété nucléaire des noyaux. Vous voyez comment les propriétés nucléaires influencent cette courbe. Ce pic représente le fait que ces noyaux sont plus stables. En d'autres mots, la stabilité particulière de ces noyaux a pour effet que dans les étoiles, ils ont plus de chances de se former, puisqu'ils sont en définitive ceux qui se forment quand les températures atteignent des valeurs maximales de quelques milliards de degrés juste avant l'explosion. Les autres éléments ici, comment les forme-t-on? Eh bien, ça pose un problème. On a vu comment, en combinant les éléments légers, on arrive à faire des éléments de plus en plus lourds, mais on a vu comment on ne peut pas dépasser l'élément fer simplement par cette combinaison, par cette recette qui consiste à avoir des périodes alternées de réchauffement, de fusion thermonucléaire, de réchauffement, de fusion thermonucléaire. Alors, ces éléments-ci, en fait, sont formés par des voies secondaires qui impliquent une particule qui est le neutron. Le neutron, évidemment, a l'avantage qu'il n'est pas soumis à la répulsion électrostatique, c'est-à-dire que même dans des milieux relativement froids, les neutrons peuvent s'approcher des noyaux et s'y combiner et former des éléments plus lourds. On a vu que des neutrons dans l'univers, maintenant, il y a longtemps qu'il y en a plus, c'est-à-dire des neutrons qui ont été créés au début, mais il se trouve que certaines des réactions nucléaires qui transforment les éléments légers en éléments plus lourds produisent par des voies secondaires un certain faisceau de neutrons. Et ce faisceau de neutrons va ensuite, pendant les phases stables de la vie des étoiles, s'associer aux éléments plus lourds et progressivement va faire apparaître, ce flux va faire apparaître des éléments de plus en plus lourds jusqu'à l'uranium. Alors, cette courbe, donc, va décroissante, mais avec certains pics ici qu'on retrouve, et là aussi c'est intéressant, on s'aperçoit que ces pics sont reliés à des éléments, représentent des éléments qui sont particulièrement peu sensibles à la capture de neutrons, tandis que les trous représentent des éléments qui sont particulièrement sensibles à la capture de neutrons. Alors pourquoi il y a des pics quand les éléments refusent de capturer des neutrons et des trous quand ils acceptent les neutrons? Eh bien, c'est un phénomène qui est tout à fait familier. Par exemple, quand vous avez une circulation sur une autoroute, vous savez très bien que s'il y a des passages plus difficiles, s'il y a des travaux sur l'autoroute, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de voitures dans la région où il y a des travaux, beaucoup plus de voitures à un moment donné. Quand vous regardez l'autoroute, vous voyez des engorgements dans cette région. Par contre, quand l'autoroute est libre, la densité de voitures, la quantité de voitures qui passent par seconde, par exemple, est beaucoup plus faible. Mais c'est la même chose ici. Les neutrons
ont pour effet, en étant capturés par des noyaux plus légers, de créer progressivement des noyaux de plus en plus lourds. Si ce passage, cette circulation vers les noyaux plus lourds se fait lentement, progressivement, il va y avoir de l'attente. Les noyaux qui sont ici mettront plus de temps à capturer des neutrons, donc il va y avoir accumulation ici, tandis que dans cette région, ils vont rapidement passer vers des éléments de plus en plus lourds. Il y aura ces creux. Alors c'est tout à fait fascinant de voir comment cette courbe, qui est une courbe d'origine astronomique, c'est comment on peut mettre dans l'univers les abondances des éléments en fonction de leur numéro atomique, comment cette courbe, en fait, reflète très bien un grand nombre de propriétés de la physique nucléaire, nommément le fait que le fer est l'élément le plus stable, le fait que les noyaux lourds ne sont pas tout à fait, ne capturent pas aussi facilement les neutrons les uns que les autres. Ceux qui en capturent plus facilement sont plus rares, ceux qui en capturent moins facilement sont plus abondants. Alors voilà donc cette courbe de forme de distribution de l'abondance des éléments que l'on retrouve ici, avec, en résumé, toujours l'hydrogène qui est l'élément le plus fréquent, le plus abondant, simplement parce qu'on est parti de l'hydrogène et qu'il en reste encore beaucoup. L'hélium qui est très abondant aussi parce que l'hélium est aussi une structure particulièrement stable et parce qu'il est favorisé dans le Big Bang. Et ensuite, ce sommet au fer, le sommet de l'oxygène, représente aussi une propriété nucléaire. L'oxygène est également stable. Ces pics ici sont aussi des éléments particulièrement stables. C'est pourquoi ils dépassent au-dessus de cette courbe moyenne le pic du fer et ces éléments ici qui sont les éléments lourds jusqu'à l'uranium, qui à nouveau reflètent des propriétés de la physique nucléaire. Rappelons-nous que tous ces éléments chimiques, avec leur distribution relative décrite ici, n'existaient pas dans les tout premiers temps de l'univers, que c'est un des chapitres de la structuration de la matière dont nous sommes en train de parler. Et on a vu comment il y a deux étapes importantes, deux chapitres importants de ce qui s'appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire l'histoire de comment les éléments chimiques sont apparus dans l'univers. La première étape, c'était dans le cadre du Big Bang, où on a vu l'hydrogène, une partie de l'hydrogène, à peu près 25% de l'hydrogène, se transformer en hélium, 25% en masse, c'est-à-dire à peu près 10% en nombre d'atomes. Jusqu'ici, j'ai surtout utilisé la terminologie nombre d'atomes. On va continuer comme ça. 10% donc des hydrogènes se transforment en hélium. Et puis, on a vu une seconde phase, qui est la phase qu'on appelle nucléosynthèse stellaire. On a vu comment les étoiles, tout au long de leur existence, par ces réchauffements progressifs, reliés à leur nécessité de briller, à leur besoin d'avoir de l'énergie thermique pour compenser les pertes que provoque leur luminosité, comment ces étoiles se réchauffent progressivement et parcourent tout le long de cette courbe, cette partie ici tout au long des phases stables, et puis d'une façon secondaire, la production de ces éléments-ci grâce à la capture des neutrons, et au moment des explosions, surtout la région qui entoure le pic du fer. Il y a un petit groupe d'éléments dont nous n'avons pas parlé, c'est le petit groupe qui se trouve ici, et qui, lui, va demander un mode de formation tout à fait spécial. Ces éléments, ce sont les éléments lithium, beryllium et bore. Ces trois éléments légers sont particulièrement rares. Vous voyez que par rapport à l'hydrogène, par exemple, c'est une partie dans 1 milliard, une partie dans 10 milliards. Cependant, bien sûr, il faut trouver une explication. Et ces éléments ne peuvent pas venir de l'intérieur des étoiles parce qu'ils sont extrêmement fragiles. En fait, les étoiles les détruiraient, les réactions nucléaires dans les étoiles détruisent ces éléments plutôt que de les former. Alors, d'où viennent-ils? Eh bien, ils sont reliés à un phénomène dont je n'ai pas parlé,
et dont on va parler pas mal à l'avenir, c'est le phénomène du rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, les rayons cosmiques comme on dit, ce sont des particules très rapides qui sillonnent l'espace entre les étoiles dans notre galaxie. On a pu observer qu'il y a un flux de particules, il y a surtout des protons, mais il y a de l'hélium, il y a même des noyaux lourds jusqu'à l'uranium, qui, entre les étoiles, se baladent à gauche, à droite, à des vitesses très voisines, dans certains cas, de la vitesse de la lumière, avec des énergies qui se chiffrent en millions, en milliards, et même en milliards d'électronvolts. Ce sont des particules dont les énergies dépassent de beaucoup les meilleures énergies qu'on peut atteindre aujourd'hui dans nos accélérateurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand ces particules rapides, quand ces protons et ces héliums rapides frappent sur leur passage des obstacles qu'ils rencontrent dans la galaxie? Ces obstacles, ça peut être des atomes plus lourds, parce que ces atomes, il en existe dans les étoiles, mais il y en a aussi dispersés dans les nuages interstellaires, et ça peut être aussi des grains de poussière. Les grains de poussière, ce sont des petits grains de silicium, oxygène, silicium, des grains de sable, on peut dire, et ces grains de poussière également sont passibles d'être frappés par des protons très rapides qui arrivent sur eux. Alors imaginons la collision d'un proton de très haute énergie avec un noyau d'oxygène, par exemple. Rappelez-vous qu'un noyau d'oxygène, c'est composé de 8 protons et 8 neutrons. Un proton qui arrive très vite va le casser. On sait très bien comment ça se passe, on le produit nous-mêmes au laboratoire, on peut reproduire ces phénomènes dans les accélérateurs. Il va le casser et ça va donner toute une variété de produits possibles. Par exemple, ce noyau de 16 nucléons, qui est le noyau d'oxygène, peut se casser en un noyau de, par exemple, 7 nucléons, dont 3 protons, alors ce sera un lithium, de 9 nucléons, par exemple, dont 4 protons, ce sera un beryllium, et s'il donne un noyau de 5 protons et de 5 ou 6 neutrons, ce sera un noyau de bore. Donc vous voyez, la collision que l'on produit, nous, au laboratoire, quand on envoie des protons sur des noyaux lourds pour les casser et obtenir ces produits, qui sont en particulier, entre autres, des noyaux de lithium, de beryllium et de bore, eh bien c'est un phénomène qui se produit couramment dans l'espace interstellaire, et ce produit engendre progressivement, c'est un phénomène très lent, mais qui dure depuis le début de la galaxie, qui engendre progressivement ces particules, c'est-à-dire ces éléments lithium, beryllium, bore. Le rayonnement cosmique, fort heureusement, ne parvient pas jusqu'à la Terre, ou du moins une très grande partie n'arrive pas à la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part la magnétosphère de la Terre, le champ magnétique qui les dévie, et aussi parce que l'atmosphère de la Terre absorbe une partie de ce rayonnement. C'est d'ailleurs une bénédiction pour nous, parce que ce rayonnement pourrait être très dangereux pour les êtres humains, et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on pense qu'il y aura vraisemblablement des problèmes à envoyer des êtres humains dans des capsules spatiales pendant des durées très longues. Ce rayonnement vient d'une part de la galaxie, ce rayonnement qui vient de la galaxie est assez régulier, mais le Soleil, au moment de ces orages dont on a parlé tout à l'heure, émet lui-même des flux très importants de ces particules de haute énergie, et ces particules arrivent en nombre suffisant pour pouvoir faire des dommages au tissu humain. Et on entrevoit que, par exemple, pour les grands voyages dans l'espace, il faudra penser à des protections spéciales, il faudra peut-être penser à des vêtements plus absorbants, des vêtements métalliques, ou des cabines dans lesquelles les astronautes pourront se réfugier dès qu'ils recevront l'information qu'il y a un orage magnétique à la surface du Soleil. Eh bien, donc ces particules existent un peu partout dans la galaxie, et ces particules sont responsables de la formation par cassure des éléments de carbone, mais aussi oxygène, et en fait, tous ces éléments lourds sont passibles de ces cassures, et ces cassures, donc, engendrent les éléments lithium, beryllium, bore pendant toute la durée de la vie de la galaxie. Voilà donc les trois grandes phases de nucléosynthèse. Une partie de la nucléosynthèse vient du début de l'univers. Là, on ne forme que de l'hélium à partir de l'hydrogène.
Tout ceci s'est formé de façon continue par l'évolution des étoiles. Les étoiles sont les creusets dans lesquels les éléments se combinent pour donner des éléments plus lourds. Toute la gamme des noyaux, toute la gamme des éléments chimiques est produite dans ces circonstances et puis évacuée dans l'espace à la mort de l'étoile. Et finalement, également, tout au long de la vie de la galaxie, le rayonnement cosmique casse certains noyaux lourds, une petite fraction d'entre eux, de ces noyaux lourds, pour donner les éléments lithium, beryllium et bore. Nous avons de très beaux documents astronomiques de la mort des étoiles. C'est peut-être un des grands cadeaux de la technologie contemporaine à l'humanité, c'est la possibilité de voir en direct des événements stellaires que jamais nos parents ou nos grands-parents n'ont pu voir. Et pour la suite de cette émission et dans la prochaine, je vais vous présenter les vues représentant les différentes étapes que nous avons poursuivies jusqu'ici. Sur l'écran, vous voyez en ce moment une nébuleuse planétaire. C'est l'avenir du Soleil, c'est ce que sera vraisemblablement la mort du Soleil dans 5 milliards d'années. Mais avant de vous présenter ces documents, je voudrais nous replacer sur notre carte, sur le plan HR, sur le plan de l'évolution des étoiles. Rappelez-vous, c'est le plan qui donne la couleur en fonction de la luminosité. Nous avons quitté le Soleil quelque part ici au moment où il brûlait son hélium en carbone et en oxygène. Et puis ensuite, incapable de se chauffer plus, il s'est mis à se développer, à évoluer dans ce plan, dans cette direction. Quelque part ici se passe ce phénomène qui s'appelle le phénomène des nébuleuses planétaires, c'est-à-dire que là, le Soleil va commencer à perdre sa matière. Le vent solaire dont on a parlé, ce vent qui, de façon relativement faible aujourd'hui, transporte une partie de la matière du Soleil vers l'extérieur. On en a vu des effets sur les comètes, on en a vu des effets sur les aurores boréales. Eh bien, à ce moment, quand l'étoile va passer près d'ici, quand elle sera dans le domaine du bleu, à ce moment, ce vent va s'intensifier prodigieusement, d'un facteur presque 1 million. Et ce courant, ce puissant courant qui va quitter la surface du Soleil va transporter une quantité considérable de matière vers l'extérieur. Dans la photo, maintenant revenons à l'écran, dans la photo, l'étoile qui nous intéresse, l'étoile qui est en train de mourir en ce moment, c'est l'étoile qui est tout juste au centre de cet anneau coloré que vous voyez en ce moment. Ne faites pas attention aux autres étoiles, soit celle qui est à l'intérieur de l'anneau également, soit celle qui se trouve à l'extérieur sur le fond noir du ciel. Ce sont les étoiles qui sont devant ou derrière, qui ne nous intéressent pas particulièrement. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui est tout à fait au centre. C'est cette étoile qui est en train de mourir. C'est donc l'état dans lequel le Soleil sera dans environ 5 milliards d'années. Eh bien, cette étoile, comme vous le voyez, est en train de se vider. Et cette matière qui entoure cette étoile, c'est précisément le résidu de toute cette matière. C'est l'accumulation sous forme d'anneau. En fait, c'est une coquille sphérique qu'on ne voit que comme un anneau de profil. C'est l'accumulation de cette matière qui était auparavant dans l'étoile. Et vous distinguez à peu près bien une couleur verte. On va le voir mieux dans l'image suivante. Voilà encore une autre nébuleuse planétaire. L'étoile qui nous intéresse, c'est celle qui est tout juste au centre géométrique. Et vous voyez qu'autour de cette étoile, il y a d'abord un disque vert. Le vert, pour nous, c'est le signe qu'il s'agit de l'oxygène. Chaque élément en astronomie peut être identifié par la couleur de la lumière qu'il émet. Et à l'extérieur, un anneau beaucoup plus important qui est composé de rouge. Ce rouge, c'est l'azote et aussi de l'hydrogène. Donc, vous avez devant vous ce phénomène dans lequel l'étoile éjecte à l'extérieur de son volume tous ces éléments, une partie de ces éléments qu'elle a formés pendant sa vie. En fait, il va rester un noyau central qui va devenir une naine blanche. Et ces éléments éjectés avec un vent très puissant, vous le devinez au fait qu'il y a
on sent très bien un mouvement radial s'éloignant de l'étoile. Ces éléments maintenant sortent de ce creuset stellaire où il faisait très chaud et se trouvent projetés dans des régions où la température est beaucoup plus faible, quelques dizaines de degrés au-dessus du zéro absolu. Quand il fait très froid, ce qui se passe, c'est que la force nucléaire s'arrête. La force nucléaire ne fonctionne pas quand il fait froid. Elle ne fonctionne que lorsqu'il fait très chaud. Elle s'arrête et elle est remplacée par la force électromagnétique. Et c'est la force électromagnétique maintenant qui va entrer en opération. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va combiner les noyaux d'atomes avec des électrons pour en faire des atomes. Par exemple, les noyaux d'oxygène vont fabriquer des atomes d'oxygène, et puis ensuite, ces atomes vont se combiner entre eux pour former des molécules, par exemple de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène, le gaz carbonique, carbone et oxygène, méthane, carbone et hydrogène, ammoniac, azote et hydrogène. Eh bien, tous ces éléments vont se former précisément dans cette région par le fait que c'est maintenant la force électromagnétique qui va dominer. Donc, chapitre important dans notre échelle, dans notre pyramide de la complexité, nous sommes passés à l'étape supérieure, nous sommes en train de voir le lieu dans le ciel où les atomes se combinent pour former des molécules. Ces nébuleuses planétaires, donc, sont représentent la fin des étoiles de faible masse. Ce sera le cas du Soleil. Pendant une période qui s'étend sur quelques dizaines de milliers d'années, l'étoile va disperser dans l'espace sa matière. Cette matière va s'étendre progressivement et va constituer éventuellement, va se mélanger éventuellement à la matière interstellaire dans laquelle elle pourra former peut-être de nouvelles étoiles et peut-être même de nouvelles planètes et peut-être même de nouvelles biosphères. Je vais vous présenter d'autres exemples. Là, à nouveau, nous avons une nébuleuse planétaire. Vous avez au centre de ce disque vert cette étoile légèrement bleutée qui s'en va vers la région des naines blanches. Et ce disque vers l'oxygène, et à l'extérieur, vous distinguez une vague luminosité rouge, toujours l'azote et l'hydrogène. En voici encore un exemple. Celle-là est beaucoup moins facile à identifier, mais c'est le même phénomène. Toujours au centre, cette étoile bleue et cette masse de gaz qui, cette fois, prend des formes assez particulières. Cette nébuleuse planétaire est donc le résultat, la fin de la vie des étoiles de petite masse, et c'est la période qui va amener l'étoile vers la région des naines blanches. Ici, donc, nous sommes quelque part ici, l'éjection de la matière se fait ici. Quand l'éjection est terminée, il ne reste plus que ce noyau central qui est la naine blanche qui va maintenant descendre dans cette direction où elle va pâlir et devenir de plus en plus faible.